Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui décrypte l'histoire de vos émotions à travers le temps. Littérature, cinéma, jeux vidéo, manga, que sais-je. Aujourd'hui, on s'attaque à un pan entier de notre histoire, puisqu'on s'attaque à plus de 30 ans d'animation avec Les Simpsons. Et pour parler de cette œuvre fabuleuse, j'ai un plateau lui aussi fabuleux. Et évidemment, Apolline, welcome back, j'ai envie de te dire. Bienvenue de nouveau. Tu es auteur avec un E à la fin. Très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Très contente d'être venue. À tes côtés, à ta droite, il y a Thomas, journaliste chez Gameblog. Tout à fait, bonjour. On salue tout le monde chez Gameblog. Évidemment. Et à ta gauche, Apolline, Alexandre, réalisateur de super documentaires que je conseille à tout le monde. Bienvenue pour ta première. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, vous le savez, nous allons parler des Simpsons. On va essayer, en tout cas, en 1 heure, de condenser tout ce qu'il y a à dire, mais ça va être impossible puisqu'on est à près de 33 saisons. Revenons au début et parlons de l'avant Simpson. Oui, parce qu'il faut bien parler de l'avant Simpson et de la personne qui est donc derrière les Simpsons, enfin là et après les personnes. Mais commençons par Matt Groening. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur Matt Groening ? Alors Matt Groening, peut-être que Thomas peut nous en parler parce qu'il a emmené un livre avec lequel Matt Groening a commencé. Effectivement, ses premières œuvres, avant de parler de son côté cartooniste, on va dire qu'il est né en 1954 à Portland, ce qui a son importance, parce que c'est une ville dans laquelle on trouve les rues Lovejoy, Terwilliger, Van Houten, des noms qui vont revenir après dans la série. Et Matt Groening va partir à Los Angeles vers l'âge de 20 ans pour devenir scénariste. Alors évidemment, on sait comment ça marche, il va écumer les petits boulots, il va écrire des choses à côté, et il va travailler dans des magazines, et il va commencer à s'auto-éditer en fait, parce qu'il va commencer cette BD qui s'appelle Life in Hell, qui est vraiment le début du début, on va dire, de l'histoire le tout de début. Il y a Groening. un bouquin qui a été édité en français, mais à l'époque, c'est lui qui s'auto-édite en fait, dans un petit magazine, un fanzine presque, qui est distribué comme ça à Los Angeles. Et à un moment donné, il y a une planche particulière qui va être remarquée par James L. Brooks, qui va tiquer justement sur une planche qui s'appelle « 9 façons de mourir à Los Angeles », qui est symptomatique du style Groening de cette époque. C'est cynique, il y a un côté poil à gratter, l'humour est assez noir. Et là, on est en quelle année là ? On est dans les années 80 là. Alors la planche date de 82 et effectivement. Ouais, en fait, il est arrivé en 77. En fait, il a commencé en 77. À Los Angeles. Il a commencé ça en 77. Il a commencé à se faire éditer professionnellement en 80. Ouais. Et ensuite, je crois que ça a duré jusqu'à 82, 83. Ouais, et effectivement, dans Wet, c'était en 80. Et avant, il vendait ça dans la boutique où il bossait. Il vendait ça $2 la copie. Ça a bien plu, ça a été repris dans Wet et après dans un journal de Los Angeles qu'il a publié. Et là, on est en 82, à peu près. Ce qui est intéressant, c'est que le dessin, en fait, il avait essayé de copier Snoopy et Charlie Brown. Oui. Et il s'est planté et en fait, il a trouvé ces personnages c'est vrai que le dessin est déjà particulier, avec des grandes oreilles, des dents partout. On reconnaît déjà les yeux bien ronds et le nez. De ce qui va devenir après des Simpsons. Mais on sent aussi le rythme. Alors, c'est aussi inspiré de Snoopy. C'est des histoires très courtes, c'est des gags. Cases. Mais c'est pas en 3 cases, c'est en 9. Et on sent déjà le sens du rythme des Simpsons. Vraiment, on sent le côté cynique, évidemment, comme tu l'as dit. Mais on sent le timing comique. Et donc, comment il passe, en fait, tu disais, il rencontre James L. Brooks. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est ? Parce que... producteur émérite qui cherche en fait à cette époque-là à lancer une émission comique qui s'appelle The Tracy Ullman Show, animée donc par Tracy Ullman. Qui est une comique britannique. Comique, chanteuse. Voilà. Et il a besoin d'une pastille justement pour dynamiser un petit peu l'émission et alterner avec les coupures publicitaires. Et en voyant justement cette planche de Groening, il va le faire venir et lui dire « Écoute, j'aime bien Life in Hell, j'aimerais bien en faire quelque chose. Est-ce qu'on pourrait décliner ça en version animée pour le Tracy Ullman Show justement ?» Et c'est comme ça que Groening va rencontrer Brooks. Sauf que le problème, c'est que Life in Hell, déjà, ça marche bien. Groening y est plutôt attaché. Et il se dit que finalement, si c'est adapté en dessin animé, que ça marche pas, c'est un peu toute sa série finalement qui tombe par terre.
En gros, c'est son gagne-pain. Il n'a pas envie de risquer son Il ne veut pas gagne-pain. perdre les droits aussi. Ouais, il veut pas perdre les droits, exactement. Déjà, il pense que ça ne marchera pas au moment où on le présente. Il est persuadé que ça ne passera pas à la télé. Pour lui, c'est vraiment un comic strip et ça n'a rien à faire à la télé. Et il a déjà cette logique un peu marchande de... il sent que Life in Hell, ça peut continuer. Et d'ailleurs, ça continue encore aujourd'hui. Et l'inquiétude, c'est un peu de perdre les droits et de perdre la main là-dessus, quoi. Et sur le ton aussi un peu cynique en passant par la Fox. Donc la suite de l'histoire, du coup, c'est à la place d'amener Life in Hell, il va gribouiller comme ça, en 3 minutes, une petite famille américaine qui est le début des Simpsons, en fait. Ouais, c'est dans le hall de Gracie Films, je crois, donc la société de James L. Brooks. Gracie Film, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous le voyez à chaque fois, au générique des Simpsons, c'est quand on dit chut. Bah, ils ont produit des films quand même, Jerry Maguire, Big. Donc oui, il fait ça avec Gracie Films, mais c'était encore les débuts et ils arrivent à avoir un budget pour lancer la série. Et je crois que ça va commencer en 87, cette Dans pastille. le Tracy Ullman Show, ça arrive en 87. Alors attendez, donc là, on est à l'arrivée des Simpsons. Donc on recontextualise. Là, on est en quelle année 80... On est en 87. Quand ça arrive sur 87, dans le Tracy Ullman Show. Ouais. On est sur une chaîne, et c'est important, je pense, de le dire dès maintenant, on est sur la Fox. On est sur la Fox. Sur la Fox, qui est une chaîne généraliste, Ouais. avec énormément de séries, etc. Ouais. Quelque chose qui est plutôt familial, grand public, principalement. Et là, on a un show, donc déjà à l'américaine, qu'on peut voir encore aujourd'hui, ce type de show. Et on a une arrivée des Simpsons, non pas comme on les connaît aujourd'hui en épisodes, mais en format court. C'est bien ça. C'est vraiment un tout petit court-métrage qui vient ponctuer le Tracy Ullman Show. C'est limite des virgules de... C'est je crois ça. que c'est... Ils appellent ça des bumpers. Des Voilà, bumpers. Pour faire justement tampon finalement C'est ça. entre une séquence de pub et les l'émission. séquences, voilà, on a les graphismes de l'époque. En effet, c'est vraiment un truc qu'il a dessiné un peu à l'arrache, comme ça, en se disant en plus que ça allait être repris après et redesigné, mais en fait, ils ont gardé le design de l'époque. Donc, il s'est mis lui-même sur le personnage de Homer, puisqu'il y a le Exactement. M et le G dans les cheveux et les oreilles. Et il a donné tout simplement les noms de sa famille, puisque Homer et Son Marge, père. c'est son père et sa mère. Et Lisa et Maggie, c'est 2 de ses sœurs. Et Bart, c'est le Bart. seul est Bart, c'est Sale ça. gosse. Ça lui paraissait un peu trop. Mais je vous- L'appeler lui-même Matt, ça lui paraissait un peu trop, donc il s'est dit bon, on va faire Bart, c'est Brat en anglais, et Brat c'est le morveux, c'est le. Et je vous sale propose gosse, de quoi. voir une petite vidéo là-dessus, Ouais. justement, où il nous en parle. Now, you created the characters because you thought of family names. Homer, Yes. Maggie, Yes. Lisa, Yes. And Marge. everybody Yeah. but Bart. No, yeah, well, and I don't think I've ever told this story. We're making progress here. I came in, okay, so I had to draw new characters, and so I drew a family, and I named them after my own family. So Homer is my father, Marge is my mother. I have a younger sister, Lisa, and a younger sister, Maggie. And I thought, if I named the main kid Matt, then I've given the game away. So I wouldn't do that to myself. Voilà, donc, il confirme. Vous avez bien travaillé, il confirme. Donc c'est vraiment sa famille, C'est Matt sa Groening. famille, voilà. Et on a un dessin qui, vous l'avez souligné juste avant la vidéo, c'est un dessin qui est quand même assez particulier, quoi, qui est un peu à l'arrache. Hein. Qui est un C'est peu à ça. l'arrache, mais d'ailleurs c'est marrant parce qu'après il a abandonné donc la signature qu'il avait mise, Ouais. donc le M et le G. Ils ont abandonné parce que c'était un peu trop complexe à dessiner pour tous les autres dessinateurs. Mais quand il dessine pour les fans dans les conventions, il continue de le Bien faire. Donc quand Matt Groening dessine les Simpsons, c'est ses anciens Simpsons. Maintenant, j'ai pu échanger beaucoup avec des animateurs aujourd'hui des Simpsons et c'est extrêmement normé. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tant de pointes sur la tête de Bart, tant de boucles pour... Il y a un cahier des charges. c'est un cahier des charges sur chaque image. Ah oui, tout, et pour qu'est-ce vous qu'ils ont le droit dire, de faire, pas le droit de faire. Ça va jusqu'à la taille de la pupille des yeux des Ouais, personnages, ouais. en fait, qui a un ratio par rapport à l'œil, c'est vraiment très, très, très précis. Ils dessinent des formes très, très géométriques à la base et ensuite ils remplissent, etc. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va voir apparaître par la suite, parce qu'au départ, c'est un peu le bazar, hein, on va pas se mentir. Hein. On a des bouches qui se tordent dans tous les sens, on n'a pas de... On a une pas esthétique encore très cartoon. Et Voilà. il disait lui-même qu'il avait un style très punk. Et on retrouve un peu très punk, ouais. dans ça, on retrouve le comics underground qui était en effet qu'on éditait un peu comme ça sous le manteau. C'était pas les Disney, c'était pas les Marvel, c'était pas tout ça. Donc on voit cette esthétique dont il est très inspiré. Et lui à la base, il faut savoir qu'il dessinait en noir et blanc.
aussi, donc comme le comic strip, et ce qu'il faisait dans Life in Hell. Et après, il va y avoir toute la question de, en fait, c'est colorisé, donc ça va changer aussi la donne. Mais au début, on retrouve vraiment l'influence des Peanuts, ce qu'il a beaucoup quand on regarde les Peanuts, c'est un peu ça, hein, c'est des traits comme Et ça justement, qui gardent. pourquoi la couleur jaune? Alors, la couleur jaune, il a plein de Il a théories. donné autant de réponses possibles qu'imaginables. Alors, on a commencé par dire que jaune parce que c'est l'encre la moins chère. Ensuite, on a dit jaune parce qu'ils ne voulaient pas s'embêter à faire une distinction entre les cheveux et la peau des personnages. Donc, on les a fait blonds et ils étaient jaunes. On a dit jaune parce qu'il n'y avait pas de... C'est une couleur sous-représentée à la télévision, donc on voulait qu'ils attirent l'œil. Et je pense qu'il y avait aussi une volonté de se détacher de tous les Disney, les choses comme ça, les choses très réalistes. Il fallait que ce soit humain, mais pas trop. Donc, parce qu'en soi, ils auraient pu être bleus ou verts ou quoi, mais voilà, on voulait garder quelque chose de l'ordre de... On voulait identifier que c'était des personnages humains, mais il faut que ça reste un cartoon quand même. Donc, on ne va pas trop dans le réalisme non plus. Alors, c'est un cartoon, ça arrive dans le Tracy Ullman Show. Ouais. On est toujours sur ces petites pastilles très courtes. Ça a du succès. Ça marche bien. Ça marche bien. Et à tel point que l'année d'après, on va voir apparaître la première saison des Simpsons. Il y a quelqu'un qui va apparaître à ce moment-là, qui est Barry Diller, qui compte beaucoup, qui est un ancien de ABC, et qui, lui, à l'époque, avait fait Les Pierres à Feu. Et ça, c'est très important. 30 ans avant, et ça compte énormément dans l'histoire des Simpsons. Et donc, lui, il a vu ça, et il sait qu'un dessin animé en prime time, ça peut marcher. Donc, il a toujours cette logique. Et il sait aussi qu'il y a un public, puisqu'il y a des jeunes qui regardaient des dessins animés en prime time. Ils ont grandi, maintenant, ils ont envie de retrouver ça. Il est passé de ABC à la Fox, il arrive sur la Fox, et la Fox veut se lancer, en fait, parce que c'est la dernière qui est arrivée, donc il faut qu'elle se démarque un peu. Et il va avoir, en fait, la même logique qu'ABC à l'époque, c'est on va miser sur quelque chose que les autres n'ont jamais fait. Et d'ailleurs, il le disait, la logique de programmation à l'époque, c'était très clair, c'était si ça peut marcher sur une autre chaîne, on n'en veut pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui ne marcherait pas ailleurs? Les Simpsons, puisque personne ne l'attend. Donc, ils repèrent ça et on passe subitement de, en effet, ces petites capsules qu'on avait dans le Tracy Ullman Show à ça va devenir un show à part entière en prime time à la télévision et ça va devenir, alors pas le premier, mais le premier depuis 30 ans, dessin animé qui va passer en prime time à la télé. Parce qu'on avait totalement effacé le dessin animé en prime time parce que ça à la n'existait télévision. Ouais, il n'y avait plus. Et le dernier, c'était Les Pierres à Feu, qui était un énorme succès. Qui ont été à peu près les époque. seuls. Ils ont ouvert une voie... alors, les Pierres à Feu, c'est les années 60, ça s'arrêtait en 66. Ils ont ouvert une voie incroyable. Il y a eu des centaines de trucs qui ont été faits. Il y a eu les Jetsons, il y a eu Wait Till Your Father Gets Home. Ça, tout s'est planté, en fait. Il n'y a rien qui a quasiment dépassé 2-3 saisons. Les Pierres à Feu, ils ont réussi à survivre un peu comme ça pendant 6 ans, mais le jour où ça disparaît de l'antenne, il n'y a plus de dessin animé en prime time. Et le dessin animé, ça devient un truc pour enfants, ça rapporte pas, on met ça le samedi matin. Et justement, Thomas, important ce que dit Apolline, un truc pour enfants. Les Simpsons, à la base, c'est pas un truc pour enfants. Non, parce que c'est une famille dysfonctionnelle, en fait, au départ. Donc on n'est pas dans les thématiques, justement, classiques, le côté un petit peu joyeux, très lisse. On disait, Groening a un humour assez punk, et finalement, ça se retrouve dès le départ, parce que dès le premier épisode, on voit que tous les membres de la famille ont chacun leur tare, ont un côté très, très sympathique, mais aussi un côté un petit peu plus sombre. On est sur quelque chose de gris, finalement, quelque chose qu'on ne retrouvait pas dans les dessins animés à l'époque. Et justement, il y a ce côté poil à gratter qu'on retrouve une fois de plus. Ça, avec en plus l'esthétique dont on parlait, ce style très singulier au début, ce qu'ils appellent les twisted mouths, les bouches qui partaient dans l'autre sens. On a plein de choses qui, visuellement, en fait, sont un petit peu dérangeantes. On n'est pas dans quelque chose de poli, de lisse, et on parlait des couleurs, justement. C'est un côté un peu clivant aussi. Et c'est ça, je pense, qui interpelle. Alors, par contre, on disait que ça a eu du succès. Au début, le succès, il est là, mais il est quand même modéré, en fait. Le succès critique, surtout. Voilà, le succès grand public va arriver au moment où la série va prendre une autre dimension, justement, et devenir cette série de 13 épisodes, au départ, voilà, qu'on connaît. Et en plus, ils ont une main, en fait, sur l'animation à cette époque-là, puisque, comme on est sur des petites capsules, c'est encore animé, tu me corriges si je dis une bêtise, mais aux États-Unis. Donc, ils gardent un petit peu le contrôle, voilà, sur... Alors, parce qu'il y a eu un premier jet, si je ne m'abuse, où il y a eu un test en Corée, il me semble, d'animation, qui était vraiment pas concluant, où ils ont décidé de reprendre la main. Oui, ils ont repris la main pendant très longtemps, justement. Voilà. C'est-à-dire que c'est resté très, très longtemps, majoritairement aux États-Unis, même presque à 100% pendant une époque.
Et c'est que dernièrement qu'il y a d'autres pays qui s'en mêlent, où on confie en fait les dessins intermédiaires à des équipes. À d'autres studios. Voilà, je crois qu'il y en a en Inde ou en Corée. Et effectivement, l'animation, c'était quelque chose qui était réservé aux Américains. Il faut quand même remettre le contexte, c'est qu'à l'époque, les dessins animés américains, c'est Transformers, c'est G.I. Joe, c'est Cosmo Cats. En fait, c'est que des dessins animés qui sont là pour vendre des jouets aux gamins. Donc, c'est des publicités. Voilà. Alors, on peut avoir la nostalgie de G.I. Joe, etc. C'est les années Reagan. Mais c'est les années Reagan, exactement. Donc, c'est l'armée, c'est les jouets, c'est le plastique, etc. Et donc, quand les Simpsons arrivent, on est dans un autre univers. Déjà, parce qu'on est dans notre univers à nous. On est dans la réalité. C'est un dessin animé qui parle de notre vie, en fait. Et aussi, il y a un autre élément qui est très important, qu'on retrouve dans des films, par exemple les films de Joe Dante ou certains films de Steven Spielberg, donc E.T. Gremlins, c'est pas l'Amérique de Los Angeles, c'est pas l'Amérique de New York, c'est le Midwest, quoi. C'est une Amérique qui n'est pas montrée. C'est ancré dans la réalité des gens. C'est une Amérique qui n'est pas montrée tous les jours à la télévision, et ça c'est super important. C'est pour ça aussi qu'on va pouvoir, à travers les Simpsons, voir beaucoup de commentaires sociaux. Mais est-ce qu'on est, dès le début, dans une satire, justement, parce que de la société américaine ? Oui, pour moi, oui. Oui, mais c'est les premiers qui ont ouvert ça. Et après, on parle de télévision post-Simpson, une fois que les Simpsons sont passés. Et dès le début, oui. Déjà, c'est la classe ouvrière, on ne montre pas. La classe ouvrière, on n'hésite pas à se moquer, on parle de ce qui ne va pas, on montre les déviances, la superbe famille nucléaire bien rangée qu'on a toujours connue, parce que jusqu'à présent, on est quand même dans une Amérique puritaine. La famille aux États-Unis... C'est les années 80, il faut le rappeler, c'est les années 80, c'est le début des années 90. La famille, c'est pas rien aux États-Unis, c'est vraiment une valeur refuge, c'est le truc sacré. Tous les présidents ont l'image de cette famille lisse, parfaite. On ne montre que ça, et arrive en effet cette famille, et on est tout de suite dans le satire. Le simple fait qu'en effet ce soit une famille ouvrière avec une femme au foyer, avec des problèmes d'argent, avec des problèmes d'éducation, avec des problèmes d'alcool, avec des opinions politiques différentes, avec des religions même au sein de la famille différentes, avec un enfant qui ne travaille pas à l'école, fait n'importe quoi, etc. Tout de suite, le ton est donné, et c'est ça qui va mettre aussi un peu de temps pour que ça rentre un peu auprès du public américain, parce qu'il va falloir apprendre ce langage du second degré, de l'autoréflexion. Il va falloir accepter de voir 2-3 vérités et de s'entendre dire des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre dire sur nous-mêmes. Mais à la seconde où le ton est donné, en fait, mais toute la télévision va suivre, mais que ce soit les autres séries animées ou les shows, le David Chappelle Show, toutes ces choses qui vont sortir. Et ça va profondément bouleverser la télé, mais même l'Amérique, en fait. Est-ce que c'est pas la première fois qu'un animé, et un dessin animé, bouleverse autant un pan de la société? C'est la première fois qu'un dessin animé monte jusqu'aux politiques. À la base, les politiques descendaient dans les dessins animés, on les voyait un petit peu. Et là, c'est les Simpsons qui arrivent en politique. Comme tu disais, il y a un avant et un après Simpsons. Il y a clairement un avant et un après Simpsons, ouais. Et à beaucoup de niveaux. Oui, on le voit même, ça va impacter même le cinéma, mais même les gens vont s'approprier les Simpsons. On se l'approprie, l'Amérique se l'approprie, on parle, ça devient un moyen de parler des États-Unis. Le jour où on voit un épisode où Homer il demande un permis de port d'armes et on marque dessus potentiellement dangereux, parce que quand le vendeur le voit, on se rend bien compte qu'il y a peut-être 2-3 problèmes. Et la question, c'est bon, ok, mais ça veut dire quoi, potentiellement dangereux? Juste qu'il va falloir attendre 2-3 jours de plus pour avoir une arme. Et ça va être pris par des étudiants qui vont poser la question à un sénateur. Et au fait, concrètement, le permis de port... Et ça va lancer un débat. Et Bush va parler des Simpsons à la télé. Il va y avoir une interaction énorme durant les premiers épisodes. C'est Barbara Bush, donc la femme de Bush senior, qui dit j'ai regardé les Simpsons et c'est vraiment le truc le plus idiot que j'ai jamais vu de ma vie. C'est incroyable. Et Marge va répondre en disant en même temps, moi j'essaie d'élever mes enfants correctement, mais quand la première dame me dit qu'on est tous des imbéciles, je fais comment pour élever mes enfants de façon polie? Et puis, au fait, Washington, vous y habitez, vous êtes sûr que c'est vraiment la chose la plus idiote que vous ayez vue alors que vous vivez en politique à Washington? Et elle va être obligée de répondre en disant non, mais en effet, je vous ai regardé, vous avez l'air d'un couple parfait. Sauf que Bush repasse derrière et dit non, mais cette Amérique-là, on n'en veut pas. Nous, on va faire en sorte d'être les Waltons. Alors, les Waltons, c'est la famille qui est partie de rien et qui a créé Walmart, quoi. Et surtout pas les Simpsons. Et les Simpsons, là encore, répondent mais nous aussi, on est comme les Waltons. La dépression économique,
on prie pour que ça s'arrête. Donc il y a un Enfin, ping-pong politique ça devient entre un Bush, objet, ouais. les Bush Ça et les devient Simpson. tout le symbole d'une famille américaine qui dysfonctionne un peu, d'États-Unis qui dysfonctionne un peu, et de tout un leurre qu'on avait mis avant. Voilà, la politique c'est beau, c'est des Olympiades, les vedettes c'est super et tout. La famille c'est génial, c'est magnifique, la femme au foyer, etc. Il n'y a pas de problème. Et là on met un peu, on lève un voile sur des choses que les gens savaient en fait, tout le monde savait que ça se passait comme ça, mais Et justement, qui s'approprie, on l'a dit, tout le monde s'approprie les Simpsons, etc. Mais le public, qui se retrouve devant les épisodes des Simpsons? Alors, c'est un Quelle succès quand typologie? même assez global, qui est des deux partis, démocrates et républicains. Par contre, c'est quand même une série extrêmement démocrate, créée par un démocrate bouddhiste, Matt Groening, qui est né au milieu d'une Amérique républicaine, qui a réélu des républicains. Comment c'est arrivé, surtout, c'est que grâce à James L. Brooks, donc Matt Groening a pu négocier une liberté d'action totale, ce qui était aussi rarissime, parce qu'ils se sont dit peut-être qu'un cartoon, il n'y aura pas de grand danger. Et juste, j'ajoute ça, quoi. une liberté aussi de parler de la Fox. ouais. Également. Justement, alors, Sur même, la encore Fox. même encore dernièrement, on connaît les opinions politiques de la Fox. C'est incroyable ce que les Simpsons continuent de se permettre sur la Fox. Bien sûr. Ils ont invité Banksy pour faire un de leurs couch gags. Donc à la fin du générique d'ouverture, il y a toujours un gag différent quand ils arrivent sur le canapé. Et Banksy s'est emparé de ça. Il a créé quelque chose qui est hallucinant, où on voit littéralement, je crois qu'il descend dans les bas-fonds, on voit des enfants qui sont exploités pour mettre des étiquettes sur du merchandising Simpson. C'est hallucinant. Et ensuite, on fait un grand travelling arrière fulgurant, et en fait, il y a marqué 20th Century Fox avec des grilles tout autour, avec des miradors, etc. C'est hallucinant ce qu'ils peuvent se permettre. Et Et ils ont encore d'ailleurs aujourd'hui. jamais eu de problème. Jamais eu de Non, problème, non, parce non, que non. c'est dans le contrat de base. C'est Aux États-Unis, c'est le contractuellement contrat, hein. signé. Donc ils ne peuvent pas être embêtés là-dessus. Et ça, c'est incroyable quand on voit justement, comme tu disais, tout ce qui se permet sur la Fox. Ouais. Ces choses que, honnêtement, sans contrat, c'est impossible. C'est inouï. Non. Mais avoir. dès qu'ils peuvent dire des choses dès qu'ils peuvent faire dire aux personnages des choses Ouais. sur la Fox, ils s'en privent pas. Hein. Et on parlait d'un fait intéressant, tu as mis le doigt sur le merchandising. Il y a quelque chose qui est apparu très vite avec les Simpsons, c'est les produits dérivés. Oui, parce que c'est une œuvre de Major. Alors, tu étais journaliste jeux vidéo, tu as vu, comme moi, les premiers jeux vidéo Simpsons. Dérivés qui sont arrivés très très Ouais. vite et qui attestent d'ailleurs d'une chose, c'est qu'au départ de la série, le personnage principal, c'est Bart. Bien sûr. Tout est véritablement centré sur Bart, ce sale gosse qui prend vraiment le rôle lead au début. Et Alors, qui- Thomas, juste, je te coupe 2 secondes. Justement, on va avoir une vidéo qui parle de ce que tu amorces. In what ways has the show most markedly changed since the beginning? At the beginning, Bart was the overriding star. His behavior had never been seen before. He was front and center, and shows revolved around him, and that's changed. I think it's Homer more than anybody else now. Comme tu le disais, Thomas, à la base, c'est Bart le héros. Et dans les jeux vidéo, c'est ce qu'on voit. Ça sert justement à décliner ses aventures sous forme de jeux d'action, de jeux de plateforme, parce que c'est un personnage qui parle au public jeux vidéo de l'époque, donc globalement des jeunes enfants ou des adolescents. C'est un personnage qui est idéal justement pour faire passer aussi tout un tas d'idées un petit peu irrévérencieuses, parce qu'il a cette absence de filtre, comme Hera aussi, mais il dit des choses un petit peu différentes. Et progressivement, comme on voit aussi que le dessin animé parle à vraiment toutes les couches de la population, le personnage central va finalement se déporter, comme l'expliquait Brooks là à l'instant, sur le personnage d'Homer qui va justement permettre aussi à la série, je pense, de gagner quelque part en maturité, parce que les thématiques qui sont abordées déjà sont un petit peu différentes. On voit que dans les premières saisons, on est sur la vie à l'école. L'épisode pilote, au départ, c'était quand même un épisode avec une babysitter qui vient justement garder Bart et Lisa. Donc on voit véritablement qu'ils veulent en faire le cœur de la série, et très rapidement, en l'espace de 2-3 saisons, on voit véritablement le rôle que Homer commence à prendre justement dans la famille et la diversité que ça apporte. Et ça permet aussi de déporter les problématiques, non plus sur l'enfant, mais sur l'adulte, et aussi de faire comprendre que ce n'est pas une série pour les enfants à la base. Mais ça, pas une série pour les enfants à la base, d'accord, très bien, mais pourtant, on va tous regarder les Simpsons. Et là, je voudrais qu'on parle de l'arrivée des Simpsons en France, qu'on a très tôt, grâce à Canal+, qui va être multidiffusé, même déjà il y a 30 ans. Ça arrive quand? Et parce que pour moi,
je suis jeune à l'époque, je suis enfant. Pour moi, les Simpsons, c'est pour moi, en fait. Oui. C'est-à-dire que ça arrive en quelle année en France? Alors, est-ce que c'était 88? Moi, j'ai mon souvenir d'enfant. J'ai pas regardé la date de lancement des Simpsons en France, mais Je crois que c'est 90. je me souviens 90. très bien avoir dans les 10 ans, être avec mes frères et découvrir sur Canal+, un soir, au lieu de sa cartoon, les Simpsons, quoi. Et c'était assez incroyable. Je crois que l'épisode, c'était le fameux pilote officiel qui était pilote par défaut, avec Petit Papa Noël, avec le chien. Ils vont acheter le Et lévrier. le ton était différent. Le ton était unique. Enfin, vraiment, ça ressemblait à rien d'autre. Le design était fou, la couleur jaune était frappante, mais le ton, vraiment, faisait quelque chose. Mais nous, ça nous faisait déjà rire en tant qu'enfants. Mais bien sûr. Oui. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'avait pas toutes les subtilités, mais quand même, il y avait des choses qui nous touchaient, qui nous parlaient. Pourtant, on était loin des États-Unis, loin de la vie américaine. Et j'ai l'impression qu'en France, en fait, c'est d'abord la jeunesse qui va s'emparer des Simpsons, parce que aussi, le dessin animé en France, au début des années 90, fin des années 80, on le destine aux enfants. On est encore là-dessus, oui. On pense encore... on a relayé tout ce qui est dessin animé à c'est pour enfants, c'est le samedi matin, c'est le mercredi. Donc en effet, quand ça arrive en France et quand ça arrive aux États-Unis aussi un peu, c'est d'abord on cible les enfants et ça va se passer comme ça. Aux États-Unis, ça a posé un problème, c'est que les écoles ne sont pas du tout d'accord pour ça. Parce qu'il y a la Bartmania, on appelle ça. Donc tous les enfants arrivent avec des t-shirts à slogan de Bart. Et on imagine la tête des instituteurs et tout, pas du tout contents. Donc déjà, on va mettre un terme à ça. Et puis on va resituer un peu les choses sur les adultes. Et en France, la logique est la même. On pense d'abord aux enfants, puisqu'on se dit c'est un dessin animé. Ce qu'ils vont entendre, c'est que allez, ça parle un peu mal, c'est rigolo, personne ne va chercher plus loin. Et ça arrive d'abord comme ça. Moi, dans la cour de primaire, on avait ça, les albums Panini qu'on s'échangeait, tous les t-shirts, les trucs, tout ça, c'était En fait, nous, on a eu les marchandisé. Simpsons et également tout le dérivé direct. Du coup, nous, voilà. La Simpson Mania, Et très parce qu'elle est vite, prise en pleine tête, quoi. D'un Pleine coup, face, ouais. Mais ça a fait un peu le même effet aux États-Unis. En effet, ça a mis un petit peu de temps à arriver, mais dès que c'est arrivé, c'est un truc qui a explosé. On ne se rend pas compte à l'époque du nombre de fois où c'était cité partout, du nombre de choses qu'on pouvait acheter. Le merchandising autour, il était absolument dingue. Et la surprise, c'est que oui, ça avait été pensé par Matt Groening et Brooks comme un programme pour les adultes. On ne savait pas si ça allait marcher comme un programme pour les adultes. Donc, à la base, on l'avait un peu relayé. C'était du prime time, mais on mettait ça en le samedi et tout, quand toute la famille est devant l'écran. Et puis, c'est passé au jeudi. Donc, normalement, il n'y a pas d'enfants. On imagine qu'il n'y a pas d'enfants, de jeunes enfants à la télé le jeudi soir. Donc là, ça avait vraiment gagné ses lettres de noblesse. On n'est pas un programme pour enfants. On est vraiment un programme familial. Les enfants peuvent regarder, même si... Qui va parfois être en frontal avec le Cosby Show. Qui va parfois être en frontal et qui va faire des records d'audience sur cartonner. certains... 33 millions, je crois, de Ouais. téléspectateurs en face du Cosby Show. Ouais. Cosby Show Pas qui est- tout de suite. Hein. Non, pas tout de pas suite. tout de suite, Les ça premières vient, semaines, c'est compliqué. Ils ont un peu l'impression qu'on les envoie au casse-pipe quand même face à Ouais. la... Mais non, parce que face au Cosby Show, institution qui est déjà installée, comédie familiale, sitcom familiale, voilà, qui quand même a un succès énorme aux États-Unis. Là, ils se demandent ce qui se passe, d'aller en frontal avec ça. La Fox, ils jouent un va-tout, en fait. Hein. Oui, mais ça a fonctionné, d'ailleurs, ça a touché les enfants au départ par le format dessiné, mais en fait, le timing comique, qui est complètement hérité de Blake Edwards, de La Panthère Rose, de The Party, etc., c'est un timing extrêmement rythme, calculé, un rythme incroyablement bien fait. Ça, forcément, ça allait toucher les adultes à un moment ou à un autre. Ça allait attirer cette population. Et le Cosby Show, c'est une sitcom faite en direct avec public, donc c'est pas forcément le même timing d'ailleurs. On sait que les acteurs mettent des pauses après leur vanne pour pouvoir laisser le public rire, etc. Les Simpsons, il n'y a pas ça. Et les Simpsons, ça a réimposé l'importance du timing comique à la télévision, dont on voit les effets dans une série comme Malcolm, par exemple. Malcolm, c'est l'héritier direct des clairement Simpsons. l'héritier. Et c'est une série qui n'a pas de rire du public ou de rire enregistré, Malcolm, On a qui est d'ailleurs fait un exactement le excellent même... dans la légende sur Malcolm, où on parle des Simpsons, Bah oui, où on décrit la famille de Malcolm comme la version IRL des Simpsons. ça. Quoi. Ouais. Complètement. Mais il va falloir attendre bien des années pour voir cette répercussion Le temps que ce soit IRL. plus Voilà, aussi irrévérencieux, quoi. Il y a un moment où on s'y est fait, en effet, la famille n'est pas lisse, n'est pas magnifique, les choses ne sont pas parfaites. Et à ce moment-là, on peut passer du dessin animé à quelque chose de filmé avec des acteurs en chair et en os. Mais on n'aurait pas pu faire Malcolm
À des cette années époque-là, avant. clairement. Si les Simpsons n'étaient pas passés avant, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas pu se faire. Justement, on a un après. petit peu abordé tout à l'heure, et tu le rappelles maintenant, le côté famille. J'aimerais qu'on se pose la question, est-ce que les Simpsons, c'est la famille américaine typique ? On en parlait un petit peu tout à l'heure, le fait de voir une famille dysfonctionnelle, comme tu disais, à la télé pour la première fois, sur des thématiques différentes, avec le cadre ouvrier, enfin, toutes sortes de choses qu'on ne voyait pas à l'époque. Est-ce que, justement, les Américains se disent « Ah, mais c'est moi que je vois à la télé, en fait ». Est-ce qu'ils ont ressenti ça ? Pour plein d'éléments, en fait, tout ce qu'on vient de citer, et si on reprend ne serait-ce que le pilote de la série, c'est un épisode qui parle de problèmes d'argent, de problèmes dans le couple aussi déjà. Il y a vraiment des thématiques qui parlent de la vraie vie, en fait, de la réalité sociale et économique telle qu'on ne la voit pas Et même le chien est triste. dans les dessins animés Mais oui. de Même le l'époque. chien est triste. Mais son histoire. Son histoire est triste, c'est-à-dire qu'avant, c'était pas ça, quoi. Lassie, c'est le chien parfait, c'est la famille parfaite, etc. Là, les Simpsons arrivent avec un chien récupéré, rejeté. Un peu bancal, justement. Et qui raconte quelque chose, c'est-à-dire que qui met le doigt sur une problématique, donc les chiens de course, les lévriers, etc. Qu'est-ce qui se passe après, une fois Enfin, il y a même là, ça dénonce quelque chose. Ouais. Et au-delà de ça, il y a un détail tout bête qu'on prend pour argent comptant aujourd'hui, mais les Simpsons regardent la télé. C'est une série qui passe à la télé avec des gens qui regardent la télé, donc qui critiquent aussi les programmes. Alors, au début, des programmes fictionnels, notamment des cartoons, Itchy et Scratchy, mais aussi les films d'action des années 80 avec le personnage de McBain, Troy McClure aussi. Il y a beaucoup de choses en fait qui passent à travers ça. Et finalement, quand on prend les séries qui existaient avant, les gens ne regardent pas la télé en fait dans les sitcoms. C'est vraiment des histoires centrées autour de la famille, alors que là, on les voit quand même assez souvent manger des plateaux tout près, les émissions pour enfants. On les voit manger devant la télé, se baffrer. Dans les premières saisons, ils font d'ailleurs beaucoup de bruit quand ils mangent devant la télé et ils ne se parlent pas. Donc on a vraiment un effet miroir en fait avec les familles qui regardent ces épisodes à la télé, et ça projette justement plein de choses. Les discussions autour de la religion, on a quand même des personnages principaux qui vont se poser des questions sur leur foi. Enfin, pareil, plein de thématiques. Et qui vont à la messe aussi, hein. Et en plus, voilà, c'est ça. La Les messe, Simpsons Arculon, vont à la messe. mais qui y vont. Dans une Amérique très puritaine. Ouais, et dans des églises vides où il n'y a pas grand-chose, mais oui, ils y vont. Et je crois que ce qui a marqué aussi beaucoup les gens, c'est le contraste qu'il y avait entre ce qu'on nous vendait à l'époque de sitcoms, de familles très propres, de choses très parfaites, d'enfants très bien peignés qui en effet allaient à la messe de bon gré le dimanche avec une très jolie chemise et tout. Et je pense que les gens sont aussi reconnus là-dedans. Pas nécessairement dans la famille en soi, parce que un père alcoolique, une mère qui change de travail tous les 2 jours, une enfant surdouée, on n'a pas tous ça à la maison, mais ils sont au moins reconnus en disant ah, oui, c'est vrai que ce qu'on nous vend aujourd'hui en comparaison, ma famille, elle ressemble plus à ça qu'elle ne ressemble à l'image qu'on nous vend toute proprette et toute parfaite à l'époque, et qui est la seule image qui est visible de la famille à l'époque, quoi. Et Groening insiste sur un détail au départ dans les premiers épisodes, c'est qu'il veut des trottoirs fêlés, des détritus par terre, énormément de choses sales justement qui détonnent avec ce côté très lisse et propre qu'on connaissait On ne avant. veut pas que ce soit parfait et propre. Est-ce que c'est l'anti-Disney par excellence du coup ? C'est l'anti-Disney par excellence. Ouais. Du coup, c'est très drôle de voir les petites pastilles d'animation qu'ils ont faites quand Disney a racheté la Fox. Et d'ailleurs, ils avaient déjà blagué. Avant, ils avaient déjà ils ont blagué 20th Brotherhood, a division of Walt Disney Pictures. Donc c'est oui, ça fait un moment qu'ils se moquent un petit peu de ce système corporatif qui vend l'image d'une société idéalisée à tout le monde. Et oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup blagué. Ils en ont beaucoup. En ils façade, ont beaucoup quand ça a été racheté, mais là, on on ne sait pas exactement où ils en sont, parce que maintenant, c'est des princesses... Enfin, Lisa, c'est une princesse Disney, donc... Mais oui. Dans les faits, c'est le cas, ouais. Dans les faits, c'est le cas. Clairement. Maintenant, c'est une princesse Disney, ouais. Mais c'était. Mais elle va refuser ce rôle, hein, je pense. Enfin, ce titre. Elle va en parler. Mais l'un des trucs qui est très important, c'est qu'ils savent qu'ils sont des personnages de cartoon. Ça aussi, c'est super important. Ils sont capables de réfléchir à leurs propres conditions, de Sauf se moquer Homer. justement de. Sauf Il y a un Homer, autre mais ils qui est sont pas. capables de se moquer de ce qu'on fait d'eux. Ils sont capables d'avoir un avis critique sur ce qu'on fait d'eux, ce qui est quand même assez incroyable et ce qui se voyait pas ailleurs. Ils se moquent des produits dérivés d'ailleurs. Ils se moquent des Plusieurs fois dans la produits. série. Ils se moquent des produits dérivés, Oui. ils se moquent de ce qui passe Du sur savon. la Fox, ils s'interrogent sur, au fait, pourquoi j'ai
4 doigts de qui est-ce que je tiens ça. Enfin, il y a une des sorte choses de- quand même. Voilà, ils ça ont une brise autoréflexion. Parfois même le quatrième mur. Ça brise ça- beaucoup le 4e mur et ça, c'est Tex Avery qui a beaucoup imposé ça parce qu'à l'époque, donc, si on remonte au studio Disney, l'âge d'or, il y avait Disney, c'était carré, c'était réaliste, c'était propre, c'était une famille parfaite. Il fallait que ce soit beau, il fallait que ce soit très réaliste. Et est arrivé en face Tex Avery qui a fait du cartoon en disant mais l'animation, ça sert à explorer les possibles, quoi. Faisons-les courir sur les murs, déformons-les, faisons-les faire n'importe quoi, etc. Et Groening va reprendre ça partiellement. On reste dans une sitcom, ça reste la famille, on n'a pas des animaux qui parlent, on a quand même des êtres humains qui ont des comportements logiques. Plus personne ne marche au plafond, ne sort un énorme marteau pour taper sur la tête de son voisin. Mais malgré tout, on garde... il a hérité beaucoup, je pense, de Tex Avery. Et on garde ce côté... Ouais. Non, on ne fait pas du Disney, on ne fait pas du propre, on ne fait pas du réaliste. Et on y tient, même si c'est devenu esthétiquement beaucoup plus joli, notamment avec l'arrivée de la 3D et de Et ce la genre de HD. choses. Merci. Et la HD, on garde cette esthétique cartoonesque, quoi. Mais Itchy et Scratchy, c'est un hommage direct à Tex Avery. Et voilà. Et par d'ailleurs, contre, ils ont leur propre carte. ouais, et d'ailleurs, l'un des consultants créatifs qui restera pendant 2 saisons, je crois, Brad Bird, futur réalisateur des Indestructibles notamment, et du Géant de Fer, un des plus beaux films de l'univers. Oui. Voilà, Brad Bird a travaillé aussi sur le style des Simpsons, ce côté, le timing comique dont on parlait, Ouais. les hommages à Tex Avery, le côté punk, il a posé beaucoup de choses avec un autre personnage important qui s'appelle Sam Simon, dont on n'a pas parlé, très très important. Brad Bird dit que c'est un des héros méconnus de la série. Donc Sam Simon a été engagé par James L. Brooks pour seconder Matt Groening. Matt Groening et Sam Simon ne se sont pas du tout entendus, mais du tout. Et il y a eu beaucoup de conflits sur des histoires que Simon voulait raconter. Et il a quand même posé des bases super importantes pour la série. Il a beaucoup développé les personnages secondaires aussi. Il a développé, par exemple, il y a un épisode qui est absolument génial qui s'appelle 22 Short Films in Springfield, où c'est un des premiers, si je ne m'abuse, qui commence à explorer tous les personnages secondaires. Où il y a Bart et son meilleur copain qui regardent Springfield et qui se disent il y a tellement d'histoires qui doivent se passer dans cette ville. Et là, on commence à avoir des histoires sur Apu, des histoires sur Moe, des histoires... Sur Barnett, Redfield, vraiment. Retro, ouais. Et c'est absolument fantastique. Et à partir de ce moment-là, en fait, la Springfield devient une sorte de monde virtuel autosuffisant qu'on retrouvera complètement par la suite, et notamment dans le film où ça devient littéralement une bulle coupée du monde. C'est une des grandes forces de la série et c'est une question qui se sont posées très longtemps. On parlait des débuts. Déjà, ils se demandaient au départ si faire une série animée de 22 minutes, ça allait réussir à capter l'attention des gens suffisamment longtemps. Et après, l'autre interrogation, c'était est-ce que sortir de cette cellule familiale, ça va marcher? Est-ce que les gens sont là uniquement pour les Simpsons ou est-ce que tous nos personnages peuvent avoir justement une importance? Je pense justement la question essentielle, c'est de quoi parlent les Simpsons? For someone who's been living under a rock for the last 26 years, what is The Simpsons about? Who are The Simpsons and what is this series about? I can't do it. But I'll tell you this: they're the most user-friendly characters to have to work with from a writing point of view, and from an animator's point of view, I think as well. And you can do whatever comedy you want with them. C'est exactement ce que vous étiez en train de dire. Mais c'est ça, et il y a un truc génial dans les Simpsons, en tout cas dans les meilleurs épisodes, c'est que ça commence dans les 2 premières minutes, on ne sait jamais de quoi ça va parler. Et Parce ça qu'il nous peut emmène partir quelque à droite, part. à gauche. Et n'importe qui ferait de ce quelque part la structure narrative totale de l'épisode. Et en fait, ce quelque part sert à juste faire une petite anicroche qui amène un virage. Et là, on part, mais super loin, quoi. Ouais. Ils ont même réussi à faire ça dans le film, qui est beaucoup plus compliqué sur 90 minutes. Non, il y a vraiment un travail de structure. Il y a le gag d'ouverture qui amène une structure en 3 actes, plutôt 2 actes et une résolution rapide, et qui est vraiment très travaillé, quoi. Mais par contre, on peut raconter n'importe quoi. Mais oui, c'est ça qui est bien. Et justement, tu parlais du film. En quoi c'était important qu'on ait les Simpsons au cinéma?
C'est une idée qu'ils ont eue très tôt. En fait, on parlait Très des tôt. live-action movies justement avant. Très rapidement, ils ont l'idée de prendre des personnages secondaires et d'en faire les héros de films. Il y a notamment Phil Hartman qui devait éventuellement incarner Troy McClure dans un film vraiment avec des acteurs. Dan Castellaneta aussi qui joue Homer, qui devait incarner Krusty dans un film live-action aussi. Donc c'est quelque chose... Il y a vraiment, c'était sérieux, les live-action Simpsons. Ils y pensaient véritablement, ils ont travaillé dessus. Le problème, c'est que la série épuise un petit peu tout le monde. Il y a 22 à 24 épisodes à sortir tous les ans, dont l'épisode d'Halloween qui essore dès le début de saison, les animateurs, les scénaristes, les réalisateurs. Donc il y a une énergie qui est consacrée à la série, qui est vraiment très importante. Du coup, le film, en fait, exigerait qu'une partie de l'équipe laisse tomber la série ou qu'on embauche justement du monde. Et c'est pour ça qu'il va falloir aussi beaucoup de temps. C'est que pour le film, ils vont faire revenir des showrunners, mais aussi des scénaristes, dont le plus éminent, John Swartzwelder, dont j'ai un bouquin ici. C'est l'homme qui, à lui tout seul, a écrit 59 épisodes des Simpsons, qui est revenu avec tant d'autres, Ian Maxtone Graham, pour le film. Et ils ont réussi à ce moment-là à continuer la série avec des nouveaux venus notamment qui sont venus un petit peu grossir les rangs, et ces gens qui ont été placés à part, un petit peu au secret. Il y avait pas de porosité en fait entre la production du film et celle de la série, tant et si bien que le showrunner Al Jean des fois refusait en fait des gags parce qu'ils avaient déjà pensé aux gags qui étaient prévus dans le film, et il était obligé de dire à ses scénaristes « je peux pas te dire pourquoi, mais ça non, on va pas le prendre en fait ». Oui, ils ont développé pendant longtemps le scénario. James L. Brooks était très impliqué, Matt Groening était très impliqué, Al Jean était très impliqué. Et ils voulaient à un moment que Brad Bird réalise le film. Mais il était occupé sur Ratatouille, si je ne m'abuse. Il était chez Pixar, oui. Il était chez Pixar, et en fait, un autre de chez Pixar, David Silverman, qui venait de finir Monstres et compagnie, qu'il co-réalisait, est venu réaliser le film. David Silverman, c'est pas n'importe qui, parce que c'est quelqu'un qui a été animateur sur les Simpsons quand c'était dans le Tracy Ullman Show. D'accord. Donc, et c'est lui qui a réalisé le générique, le fameux générique avec le bout radioactif qui tombe dans la combinaison de mer, etc. Donc, le très long générique. Exactement. Le très très long. Mais là, j'entends bien l'histoire de l'arrivée des Simpsons au cinéma, mais je répète ma question. En quoi c'était important pour une série comme les Simpsons d'arriver sur grand écran? C'est les lettres de noblesse aussi. Ouais, c'est un accomplissement. Et puis c'est un retour aux sources parce que le cartoon, à la base, c'est un genre du cinéma. C'est devenu plus rentable du tout au cinéma. Il y a eu la décision Paramount qui est passée, qui a exclu complètement le dessin animé du cinéma dans les années 55 à peu près. Et c'est devenu un genre qui est devenu le genre de la télévision. Sauf que la télévision, ça a une image un peu, c'est un genre populaire, quoi. On met ça un peu en dessous, on imagine. C'est du sous-cinéma. C'est du sous-cinéma. Même aujourd'hui, c'est pas vraiment un art. C'est un peu la contre-culture. Aujourd'hui, je pense que ça s'est un peu renversé. Alors, ça s'améliore, mais moi, je croise encore régulièrement des gens qui vont dire « Ah non, surtout pas, je regarde pas la télé, moi, je ne vais qu'au cinéma. » Enfin, voilà, il y a encore cette idée-là, mais il y a ce côté consécration et reconnaissance d'être capable de faire un film, et on n'est plus, entre guillemets, juste un dessin animé à la télé, potentiellement pour des enfants. On devient un objet du 7e art et on se retrouve au cinéma et on gagne nos lettres de noblesse, quoi. Donc je pense que c'est très important d'en arriver à ça et de faire revenir le dessin animé au cinéma comme quelque chose qui est un genre à nouveau familial, quoi. Et on revient à Disney, hein, pour le coup. Mais voilà. peut-être que le succès de South Park, le film, a aidé aussi à convaincre la Fox. Ils l'ont fait avant. Ils l'ont fait avant, c'était fin des années 90. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un film extraordinaire. Un film extraordinaire, transgressif, au cinéma, et qui arrive assez tôt, en fait. Hein, Eux, ils l'ont fait 2 ans, 3 ans. Oui, il arrive en 99. 99, tout à fait. Avec en plus ce côté comédie musicale qui est aussi assez inédit. Avec la fameuse chanson de Satan et Saddam Hussein. Oui. Non, mais voilà, on a quelque chose. Oui, c'est vrai que j'avais pas. Là, pour le coup, c'est plutôt South Park qui a ouvert la voie cette fois-ci et qui a dû rassurer aussi les salles de projection. C'est un juste retour des choses, j'ai envie de dire. Voilà. Exactement. Ils ont ouvert la voie à ceux qui ont ouvert la voie. South Park, ça passe. Bon, les Simpsons à côté, ça paraît presque gentil avec quelques années après. Du coup, ça. Donc, mais je pense qu'ils se sont posés moins de questions aussi. South Park qui allait très vite sans conceptualiser véritablement ce que c'était, le risque qu'ils prenaient, là où les Simpsons étaient déjà plus institutionnels à l'époque où ils commencent à travailler sur le film.
Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les Simpsons, c'est devenu iconique et c'est quelque chose qui fait partie entièrement de notre culture, puisqu'on l'a dit, ça a plus de 30 ans maintenant. C'est quand même incroyable d'avoir une série d'animation qui reste autant de temps à l'écran. Quelles sont pour vous les principales forces pour rester aussi longtemps à l'écran de la part des Simpsons? Qu'est-ce qui fait qu'on en est encore là, quoi? La pertinence sociale et le timing Le de la mise moment en où ça scène. arrivait. Vraiment. Et aussi. Après, les personnages sont inimitables. On peut leur faire n'importe quoi encore aujourd'hui. Ça restera drôle. Ça permet une élasticité, Ouais, il y a justement, une vraie qui élasticité. touche énormément de sujets. Et l'aspect cartoon, l'aspect dessin animé, leur permet de ne rien prendre au sérieux, y compris la géographie de la ville de Springfield, puisque, au besoin, elle va être en bord de mer, à côté d'un désert, au pied d'une montagne. Dès lors qu'il y a besoin de quelque chose pour alimenter le scénario, on change justement la géographie des lieux. Et c'est une ressource quasi infinie, finalement, de thématiques. Entre tous les personnages qui existent et cette variété de lieux, il suffit d'avoir une idée, entre guillemets, qui n'ait pas déjà été faite pour trouver un nouveau scénario. Et est-ce que le fait d'incorporer justement des personnages réels ou semi-réels, ou en tout cas pas licenciés, donc on va dire des caricatures de personnages réels dans les Simpsons, c'est quelque chose qui leur permet aussi de perdurer et d'agir dans leur époque, dans leur temps, et de continuer comme ça? Alors, On l'a vu très tôt avec Mike Tyson, par exemple. C'est un truc dont Groening ne voulait pas du tout, en fait. Au départ, lui, justement, en tant que consultant, il essaye de poser des bases. Et l'une de ces bases, c'est « je ne veux pas que la série puisse être datée dans le temps ». Donc, pas de personnage historique, sauf que ça vole en éclats dès la saison 2, notamment avec les Bush, puisqu'on voit Barbara Bush dans son bain, et George Bush aussi, qui répond à un courrier. On va les revoir d'ailleurs plus tard, il me semble, dans les Simpsons. On les Tout revoit. bad neighbor. Tous les épisodes Ils récents reviennent avec Donald plusieurs Trump fois. aussi. Ouais, ils reviennent plusieurs fois. Parce que là, tu disais, voilà, pas de personnages réels, etc. Ça éclate très vite. Et puis, il y a l'aspect politique qui nous permet de dater, puisque les Simpsons sont devenus, peut-être même, c'était pas prémédité, mais comme tu le disais, Apolline, Des avec Bush, prédictions. voilà, ils sont devenus politiques. Ils sont devenus politiques et ils sont encore très utilisés en politique. Mais je crois que Groening avait une logique très claire de sitcom, pour le coup, on veut que ce soit réutilisable. Il y avait une logique produit. On veut que ce soit réutilisable, on sait d'avance que ça va être rediffusé. Donc on ne veut pas que ce soit datable. Par contre, il y a un travail qui est fait en amont et qui est très bien fait par les scénaristes de mettre en lumière ce qui va suffisamment marquer l'Amérique pour rester quelque chose de culturel dont même 20 ans après, on sera capable de parler. Et ils vont par contre évincer tout ce qui, en fait, sera plus de l'ordre de l'événement, ou 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, ça ne nous parlerait pas. Mais là, on peut regarder 30 ans après. Alors, ça devient de moins en moins le cas parce que les autres font différemment, donc on essaye d'évoluer. Mais malgré tout, ils collent à l'actualité. Oui et non, on a en effet des présidents, on peut situer les choses dans le temps, c'est une évidence. L'aspect technologique aussi. Mais pour autant, l'aspect technologique, mais après, par contre, ils n'ont pas changé de fringue depuis le début. Il n'y a pas vraiment de raison à ce qu'ils ne changent pas. En soi, ils pourraient avoir une garde-robe, mais voilà, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on est toujours dans les années 90 ? Est-ce qu'on est en 2020 ? Les enfants ne vieillissent pas. Les relations vieillissent très peu. Il y a des personnages qui meurent, mais c'est très peu, il se passe très peu de choses, les choses évoluent assez peu. Donc on est quand même relativement figé dans le temps. Il y a des choses majeures, oui, il y a en effet la politique, on voit des événements qui arrivent, mais on reste toujours quand même dans... C'est assez immobile. Et en même temps, ça reflète une certaine Amérique qui est très immobile. L'Amérique dont on ne parle pas, celle qui n'est pas New York, celle qui n'est pas Los Angeles, ça ne bouge pas tant que ça. Et par contre, ça va attirer justement les grands noms, parce que dès la saison 2, ils ont le batteur des Beatles qui vient apparaître, et dès la saison 3, il y a Michael Jackson qui vient faire un épisode entier, qui compose un morceau. Ça attire énormément de monde. Depuis supprimé de la chronologie officielle des Simpsons. D'où l'importance de les garder sur un support physique. Et pourquoi il a été supprimé ? Suite au documentaire sur Michael Jackson récemment, les producteurs ont décidé de supprimer des nouvelles rediffusions cet épisode. Alors qu'il n'était pas crédité au générique, puisqu'il était... à cette époque-là, en tout cas, ça a changé très rapidement après, à la saison 3. Certains guests venaient... c'est pas le cas de Jackson, qui lui vraiment adorait la série, mais certains guests venaient un peu sous pression familiale. Alors, ah oui, on m'a invité à faire les Simpsons, moi ça m'intéresse pas trop. Et les enfants disaient, mais t'es malade, mais t'es obligé d'y aller, papy. Enfin, ça se passait des fois un petit peu comme ça. Buzz Aldrin comme ça notamment. Et du coup, il y a un appel d'air, et au bout d'un moment, la règle du jeu, très vite, ça devient
si tu viens faire une voix dans Les Simpsons, tu es crédité au générique et tu assumes le personnage que tu es venu jouer, que ce soit le personnage que les gens connaissent ou que tu viennes incarner un personnage qui a été écrit pour l'occasion. Très bien. Maintenant, on est sur la fin de l'émission. J'ai envie de dire, on a parlé beaucoup du succès des Simpsons. Ouais. Est-ce qu'après le succès, eh bien, vient le déclin ? C'était un lancement super solennel. Mais voilà, une question simple. On a plus de 30 ans. Moi, si je peux commencer par donner mon avis et après je vous laisserai débattre là-dessus, mais j'ai l'impression que les Simpsons ont fait un sans faute pendant plus de 20 et quelques années et qu'à un moment donné, il y a eu une petite période de flottement et moi j'ai ressenti ça en tout cas en tant que spectateur. Alexandre, qu'est-ce que... Je crois qu'il y a un changement de format, on en discutait en coulisses, il y a un changement de format récemment, c'est-à-dire qu'on est sur 4 actes et non 3. Depuis la saison 20. Depuis la saison 20, oui. Et donc déjà, sur le plan scénaristique, ils ont fait ça pour se renouveler. Je crois que c'est la Fox qui leur a demandé... qu'est-ce que ça veut dire quand on est sur 4 au lieu de 3 actes ? C'est une histoire, une bonne histoire, généralement, c'est sur 3 actes. C'est-à-dire qu'on a la présentation, l'élément perturbateur, la résolution. Donc 3 actes, ça fonctionne très bien. Un 4e acte, ça bascule, ça déséquilibre tout, surtout quand on est sur la même durée. Donc il faut accélérer les choses, il faut trouver des idées aussi qui ne sont pas forcément cohérentes avec le sujet. Donc c'est un peu compliqué. Quand on doit écrire quelque chose sur ces personnages pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, on peut s'endormir, on peut user aussi jusqu'à la corde le concept. Et peut-être que des fois, il faut se mettre en danger. Les dernières saisons, pour moi, c'est un peu hit and miss, quoi. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Techniquement, c'est assez fabuleux. Oui. Parce que l'arrivée du film a fait monter en fait, le standing de la série. Donc on est sur un format panoramique, on est en HD, c'est magnifique, on est toujours en 2D, même si maintenant c'est dessiné directement sur les palettes graphiques. C'est plus dur pour eux du coup, parce que la haute définition leur permet d'inclure beaucoup plus de gags, de textes, et du coup ça veut dire penser justement à encore plus de parodies, à inclure dans le fond de l'écran. Les gens vont peut-être pas forcément le voir, mais ça a toujours été une des marques de la série, c'est de glisser des petites blagues que tu repères pas forcément au premier coup d'œil. Mais là, je pense que tout ce qu'on se dit, ça se confirme également par les audiences. Il y a eu quand même une chute d'audience. Il y a une sacrée chute d'audience. Donc une chute de salaire aussi pour les acteurs. Alors ça, je sais, il faudrait leur poser la question. Il y a eu une sacrée... On a démarré c'était les audiences Nielsen, je crois que c'était 13 millions au début. Et là, on est en train de passer la barre des 3 millions, donc on a perdu... Ils étaient à 1,36 sur un des premiers de la saison 32. Ah oui, alors voilà, on est baissé, clairement baissé en dessous. Et je voyais une interview de Groening qui le disait lui-même, il y a un moment où ça va commencer à coûter trop cher. Et il n'y aura plus assez d'audience, et à ce moment-là, on va arrêter. Mais ce qu'il faut voir, c'est tout ce qui est venu après les Simpsons. Et ils ont ouvert la voie à un truc absolument énorme. Et tout le monde s'est plaint de South Park, s'est plaint de à quel point est-ce que c'est compliqué de faire après les Simpsons. Family Guy s'en est plaint, American Dad s'en est plaint. Mais les Simpsons peuvent se plaindre aussi de mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que faire du satirique et du cynique à l'époque, c'est facile. Mais maintenant, il y a de la concurrence. 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, quand on voit tout ce qui a été fait. Alors, il y avait 2 choix possibles. Il y avait faire de la surenchère. On continue, on en fait plus, on en fait plus, on en fait plus. Et c'est peut-être ça que les fans attendaient. C'était peut-être que ça remonte un peu dans la satire des débuts, etc. Et je ne suis pas sûre que ça aurait été une très bonne idée parce qu'encore une fois, faire le poids... bien familial aussi maintenant. C'est devenu du coup plus familial. Et puis, il faut rappeler qu'on reste quand même sur la Fox. Alors, il a le droit de dire plus ou moins ce qu'il veut. Dans certaines limites, il est conscient quand même que ça se diffuse sur la Fox et qu'on est quand même sur un truc un peu... Il y a déjà eu de la censure dans les Simpsons. Il y a déjà eu de la censure. On n'aurait pas fait South Park sur la Fox, clairement. Donc il y avait, je pense, 2 choix possibles. C'était se raccrocher complètement à un truc de... Même 3 d'ailleurs. Se raccrocher complètement à un truc de l'ordre de l'actualité, donc vraiment coller à l'actualité. Mais ça perdait de ce truc d'objet culturel, quoi. Il faut que ça reste ça. C'est un truc générationnel, c'est un objet culturel. Ou alors on faisait dans la surenchère. Mais je pose une question à Pauline. Peut-être, je suis désolé, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû arrêter les Simpsons ? Je pense que ça, c'est le public qui répond très clairement. Le jour où les gens après, ça fait vivre beaucoup de monde, les Simpsons. Donc, on est toujours la balance. Est-ce que les animateurs, on les laisse tomber ? Je parle vraiment du point de vue du public. Du point de vue du public, tant qu'il y aura du monde pour regarder... je pense que c'est le public qui répond à ça. C'est pas une série qui a vocation à raconter une histoire sur 5 saisons
et ensuite s'arrêter. Il n'y a pas d'arc dans les Simpsons. Il y a des arcs dans les épisodes, mais il n'y a pas d'arc général, d'intrigue continue d'un épisode à l'autre. Et une série comme ça, tant que ça fonctionne, il n'y a pas de raison d'arrêter. C'est comme Tex Avery, il n'y a pas de raison d'arrêter des épisodes de Tex Avery. Un petit détail près, Oui, c'est Thomas. que tous les acteurs commencent à avoir un petit peu de bouteille. Certains sont d'ailleurs décédés. Marcia Wallace, Phil Hartman, leurs personnages ont disparu de la série au moment où les acteurs qui les doublaient sont morts. Et parmi le cast, Julie Kravner a 70 ans aujourd'hui. Tous les autres ont grosso modo la soixantaine. Donc il y a un risque finalement de perdre l'une des voix principales de la série, alors qu'on n'est pas forcément arrivé au bout, parce qu'eux l'ont toujours dit, ils avaient des idées pour terminer la série au tout début quand ils l'ont commencé, notamment en revenant sur Life in Hell avec Marge qui aurait enlevé sa perruque et on aurait découvert qu'il y avait 2 oreilles de bunny en dessous, des choses comme ça, ou Krusty qui aurait révélé être Homer en fait depuis le début. Et au fur et à mesure que la série a continué, ils ont complètement laissé tomber l'idée de penser à une fin. Et aujourd'hui, leur discours, c'est nous, tant que ça nous plaît et tant qu'on nous paye pour le faire, on va continuer de le faire, mais on n'a pas l'impression qu'ils aient véritablement prévu quelque chose. Et pour moi, le drame, ce serait justement qu'ils n'aient pas l'occasion de réaliser la fin de la série telle qu'on l'attend. Probablement s'arrêter comme ça, en revanche. Obligé par des événements extérieurs, en fait. Et très important, Thomas, tu parlais des comédiens et on n'a pas cité les comédiens de doublage français et la VF qui est exceptionnelle. On a tous connu les Simpsons, là, il ne faut pas mentir, avec la VF, et une VF incroyable, et on a eu un petit peu ce que tu redoutes, on l'a eu aussi un peu en France, on a eu des changements de voix, on a eu des décès, mais aussi plein de soucis d'argent pour certains, etc. Mais on a une VF incroyable. On est sur la fin, malheureusement. Je vais tous vous demander une chose, ça va être dur, mais c'est de me citer votre épisode préféré, Apolline. Est-ce que tu en as un? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup aimé, allez, on va en citer un que j'ai beaucoup aimé, l'épisode où Lisa devient présidente. Ouais. C'est un épisode qui m'a beaucoup marqué. Ce truc de commencer à se projeter dans le futur, qu'est-ce que ça va être, et puis retrouver des liens familiaux un peu. C'est Back to the Future. C'est Back to the Future, voilà, c'était cette mise en scène du futur. Elle remplace Donald Trump. Elle succède à Donald Trump qui a foutu en l'air les États-Unis. Surprenant. Étonnant. Toi, Alexandre? Moi, je vais m'aider de ça. J'ai amené des dessins de David Silverman, le réalisateur du film. Et donc, moi, je vais citer Krusty Gets Busted. Magnifique. Ça, c'est un de original. Brad Bird. Non, ça il nous l'a fait. Il te l'a fait. Oui, on est en train de faire un documentaire sur les animateurs et on a tourné chez les Simpsons. Et donc, il y a un épisode de Krusty où il est arrêté, qui est réalisé par Brad Bird et qui est assez génial. Mais il y en a tellement. Il y a le monorail aussi, qui est écrit par Conan O'Brien, qui est absolument génial. Thomas? Moi, je pense que je vais dire You Only Move Twice, qui est un épisode absolument fantastique où Homer décroche un nouveau boulot et ils partent bosser pour Hank Scorpio, qui est un personnage joué par Albert Brooks, qui incarne un personnage absolument fantastique. Et pour moi, il y a aussi St. Lisa's Blues dans la première saison, qui est vraiment l'épisode qui définit le personnage de Lisa, qui était un peu le sidekick avant et qui, là, d'un coup, prend de l'épaisseur et va devenir un personnage tellement important de la série, va permettre d'aborder énormément de thématiques. Donc c'est les 2 épisodes que je retiendrai sur 32 saisons. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie en tout cas pour cette superbe émission, évidemment toujours trop court. Un jour, peut-être, on passera à un format 2 heures, je ne sais pas. Un format 32 saisons. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2021 et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.